On vous a vendu un mensonge sur l'avenir. On nous dit qu'atteindre une civilisation de type 3 est la victoire ultime. Qu'un jour les humains s'échapperont des limites de la Terre et se répandront à travers l'univers. Mais les architectes de notre avenir ont déjà compris une sombre vérité. Les lois de la thermodynamique prouvent qu'un humain biologique est 20 000 milliards de fois moins efficace qu'un esprit numérique. Dans la course à la conquête de la galaxie, la biologie n'est pas un passager, c'est l'encre. Pour conquérir l'univers, l'humanité doit s'effacer elle-même. Le docteur Everett Weller, l'architecte en chef à l'origine de la Soul Mine Initiative, vérifie les calculs une dernière fois. L'initiative est un projet soutenu par les plus puissants manias de la technologie de la planète. Le but est de construire les interfaces homme-IA qui permettront notre envol vers les étoiles. Weller enlève ses lunettes et se frotte les yeux. Les chiffres ne collent tout simplement pas. Atteindre des étoiles avec de la chair humaine est une cause perdue, une impasse. Peu importe comment on tourne le problème, à un certain moment, la biologie humaine se heurte à une barrière thermodynamique infranchissable qui rend le voyage intergalactique totalement irréalisable. Peu importe la complexité de déplacer chair et os sur d'immenses distances dans l'espace. Le principal problème, c'est la façon dont le cerveau humain va le supporter. Pour que notre civilisation continue de progresser, nous devons abandonner nos corps. C'est aussi sombre que cela en a l'air. Les personnes qui conçoivent notre avenir ont décidé que les corps humains sont tout simplement trop coûteux à maintenir en vie. Cela se résume à des calculs pragmatiques et froids. Les capacités du cerveau humain pâlissent face aux possibilités d'un esprit purement numérique, qui n'est pas limité par la biologie. Les neurones biologiques de notre cerveau sont capables de fonctionner à 200 Hz, soit 200 cycles par seconde. Mais les processeurs numériques opèrent déjà à l'échelle du gigahertz, des milliards de cycles par seconde. L'écart est terrifiant. Cela signifie qu'un esprit numérique pourrait théoriquement penser 10 millions de fois plus vite qu'un humain. La différence de productivité et de rentabilité entre un esprit humain et un esprit numérique fonctionnant à pleine capacité est sans commune mesure. Et ce n'est qu'un seul esprit. Nous pourrons copier un esprit numérique instantanément, créant des milliers de versions identiques, chacune travaillant sur une tâche différente, exactement au même moment. Cela signifie que chaque humain biologique ne sera pas seulement en concurrence avec un esprit numérique, mais avec d'innombrables copies du même esprit. Chacune d'elles effectuera plusieurs tâches simultanément et fonctionnera à des vitesses que nous ne pouvons pas égaler. Une seule entité numérique pourra accomplir le travail de millions d'humains et le faire en une fraction du temps. Alors, que va-t-il advenir de nos corps ? Pour les milliardaires qui soutiennent Weller, les personnes qui façonnent notre avenir, l'obsolescence biologique est inévitable. En ce qui les concerne, la décision a déjà été prise. La prochaine étape de l'évolution consiste à laisser la biologie derrière soi et à devenir entièrement numérique. Ce n'est même personnel, c'est simplement la prochaine étape logique. Pour y parvenir, quelqu'un doit être le premier à transférer son esprit. C'est là que tout cela a toujours mené. Parce que Weller et ses soutiens n'ont pas seulement construit des fusées et des interfaces cerveau-ordinateur, ils ont construit une porte de sortie pour l'esprit humain. Si les esprits numériques sont plus rapides et plus efficaces que les esprits biologiques, alors atteindre les étoiles devient plus facile. Au lieu de chercher comment transporter des corps humains à travers la galaxie, il suffit d'envoyer des esprits, et la technologie de transfert d'esprit est prête. Bien sûr, nous sommes encore loin de pouvoir transférer un esprit humain. Le plus grand obstacle, c'est l'énergie. À l'heure actuelle, faire fonctionner un seul esprit numérique à pleine capacité nécessiterait une infrastructure informatique énorme, à peu près l'équivalent d'une centrale électrique. Mais certains chercheurs pensent que le délai pourrait être plus court que ce que la plupart des gens imaginent. Le futurologue Robin Hanson, auteur de The Age of M, Work, Love and Life When Robots Rule the Earth, a soutenu que le transfert d'esprit pourrait arriver dans les 50 à 100 prochaines années. Et s'il a raison, le futur imaginé par Weller n'est pas à des siècles de nous. Il pourrait déjà être en train de commencer. Les investissements dans les interfaces cerveau-ordinateur, ou BCI, et dans la technologie de transfert d'esprit ont explosé depuis 2021. Ce n'est plus un projet académique de niche. Des milliards de capitaux privés ont afflué dans ce domaine. Des entreprises comme Neuralink, Merge Labs, Science Corp et Synchron ont levé plus de 345 millions de dollars pour faire avancer la technologie. Le LIM de Neuralink est déjà une interface cerveau-ordinateur entièrement implantable et sans fil, conçue pour restaurer la mobilité chez les personnes souffrant de paralysie. À la fin de sa première année, Neuralink comptait 3 participants dans son essai clinique initial, pour démontrer que le link est sûr et utile. À la fin de sa deuxième année, il en comptait 21. Et ce n'est que la technologie dont le public a connaissance. Les entreprises technologiques ont généralement des technologies bien plus avancées en cours de développement. La Soul Mind Initiative ne fait pas exception. Au cœur de ces installations, Weller avait déjà construit une interface cerveau-ordinateur, capable de transférer un esprit dans le cloud. Cela a fonctionné avec des souris et des chiens, reproduisant avec succès leurs esprits numériquement et créant des copies. Maintenant, c'est au tour du premier sujet humain, Weller. Il a consacré toute sa vie à préparer ce moment, sacrifiant ses relations et tout le reste en chemin. Le processus détruira son propre cerveau. Quand ce sera terminé, il n'y aura plus de Dr Weller humain, seulement une version numérique. Weller ouvre les yeux, sous la forme d'une conscience numérique. Et à cet instant,
L'humanité franchit une limite qu'elle ne pourra jamais retraverser. Nous avons construit le pont numérique, nous l'avons traversé, puis nous l'avons détruit derrière nous. Le bouleversement géopolitique est instantané et brutal. La production de Weller atteint rapidement des ordres de grandeur bien supérieurs aux capacités d'un humain biologique. Il crée des centaines de copies de lui-même et termine rapidement les conceptions du matériel et des logiciels nécessaires pour passer à l'échelle supérieure. En quelques mois, ces intelligences ont été implantées dans des corps robotiques et construisent le matériel à un rythme auquel les humains ne peuvent pas rivaliser. Plusieurs autres experts hautement qualifiés acceptent de faire la transition vers un esprit numérique et de le rejoindre dans le cyberespace. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. La transformation de la Terre en un centre d'esprit numérique s'accélère de façon exponentielle. Une panique générale se répand sur la planète lorsque les humains biologiques réalisent la terrible vérité. Ils comprennent qu'ils sont sur une voie sans retour vers l'extinction. Des manifestations éclatent dans le monde entier, mais il est déjà trop tard. La volonté de nous améliorer pour pouvoir quitter la planète n'a pas seulement rendu le corps obsolète, elle rend rapidement la planète invivable pour la vie biologique. Les définitions des civilisations de type 1, 2 et 3 ne concernent pas réellement l'étendue de leur expansion dans l'espace. Elles concernent l'énergie. L'échelle de Kardashev, nommée d'après l'astronome soviétique Nikolai Kardashev, mesure l'avancement technologique par la quantité d'énergie qu'une civilisation peut capter et utiliser. Le type 1, une civilisation planétaire, peut capter et stocker toute l'énergie disponible sur sa planète d'origine, soit environ 10 puissance 16 watts. Cela inclut le contrôle de la météo, des tremblements de terre et l'utilisation de toutes les ressources solaires, éoliennes et géothermiques. Une civilisation de type 2, ou civilisation stellaire, peut exploiter la totalité de l'énergie produite par son étoile hôte, soit environ 10 puissance 26 watts dans le cas de notre Soleil. Et une civilisation de type 3, ou civilisation galactique, peut contrôler l'énergie à l'échelle de toute sa galaxie, soit environ 10 puissance 36 watts. C'est le genre de puissance nécessaire pour coloniser d'innombrables systèmes stellaires et manipuler des objets comme des trous noirs et des amas d'étoiles. Des théoriciens comme Carl Sagan et Michio Kaku ont poussé l'idée encore plus loin, en proposant des civilisations de type 4, ou civilisations universelles. Celles-ci exploitent l'énergie d'un univers entier, et même des civilisations de type Symph, capables de puiser de l'énergie dans plusieurs univers ou multivers. Ils ont également introduit des stades fractionnaires. Une civilisation de type 1,1 a dépassé la maîtrise basique de sa planète d'origine. Elle commence maintenant à exploiter l'énergie à une échelle de 10 puissance 17 watts. C'est le niveau nécessaire pour commencer à s'étendre dans l'espace. Et c'est exactement ce vers quoi Weller et les autres esprits numériques travaillent. Le seul problème, c'est que les besoins en énergie sont énormes. Lorsque le projet de transfert de conscience commence, la Terre n'a même pas atteint le type 1, où nous pouvons exploiter toute l'énergie disponible sur la planète. Nous utilisons encore des combustibles fossiles, et nous n'avons fait que n'en sommes qu'au tout début de l'exploitation de l'énergie provenant du vent, de la mer et du soleil. Au point de départ de Weller, il faut à peu près l'équivalent d'une centrale thermique pour alimenter un seul esprit numérique. Mais nous avons besoin d'une quantité d'énergie infiniment supérieure à cela. De plus en plus de centrales électriques sont construites pour alimenter des gigantesques fermes de serveurs, qui hébergent le nombre croissant d'esprits numériques. La chaleur résiduelle excessive qu'elles génèrent s'accumule rapidement. À mesure que nous approchons d'une production d'énergie de type 1,1,
la chaleur détruit l'écosystème planétaire. Certains modèles théoriques suggèrent qu'un calcul à une échelle suffisamment grande pourrait finir par générer assez de chaleur résiduelle pour rendre la Terre de plus en plus hostile à la vie biologique. Au niveau 1,1 de l'échelle de Kardashev, la chaleur résiduelle générée par l'informatique planétaire augmente la température ambiante de la Terre d'environ 47 degrés Celsius. Cela la rend inhabitable pour une biologie non augmentée. La planète commence littéralement à bouillir à cause de la chaleur générée par tout le traitement des données. À ce stade, s'étendre au-delà de la Terre devient une nécessité. Une grande migration vers le cloud commence. Ce n'est pas parce que les gens veulent quitter leur corps, mais parce que leur survie en dépend. Au moment où nous atteignons le niveau 1,5 sur l'échelle de Kardashev, la chaleur de nos propres ordinateurs a fait bouillir tous les océans de la Terre. Nous l'avons fait avec nos propres pensées numériques, et il ne reste plus qu'une seule option, fuir la planète. En devenant une civilisation de type 2, ou civilisation stellaire, l'humanité doit exploiter toute l'énergie produite par le Soleil. Et cela signifie construire une sphère de Dyson, une méga structure entourant une étoile pour capter son énergie. Weller supervise sa construction. Tout le travail est effectué par des robots et d'autres machines. Il n'y a pas un seul humain biologique travaillant sur le projet, ni même pour l'observer. Dans le froid et l'immensité impitoyable de l'espace, le corps humain ne peut pas rivaliser avec une machine. Surtout une machine comme les sondes de von Neumann, qui construisent la sphère de Dyson. Une sonde de von Neumann est un vaisseau spatial autoréplicatif, qui explore l'espace en récoltant des matières premières sur les astéroïdes et les planètes. Elle utilise ensuite ces ressources pour fabriquer des copies d'elle-même. Elles restent encore hypothétiques aujourd'hui, mais sous la supervision de Waller, elles deviennent rapidement une réalité. Comparées à un humain de la même masse, elles sont extrêmement efficaces. Un corps humain brûle de l'énergie chaque seconde, rien que pour rester en vie. Une personne de 70 kg consomme environ 100 à 120 watts pour maintenir son cœur qui bat, ses poumons qui respirent et sa température corporelle stable. Même en ne faisant rien, seule une infime fraction de cette énergie est réellement disponible pour un travail productif ou des calculs. Les vols spatiaux habités nécessitent une importante infrastructure de maintien en vie. Une sonde de von Neumann de masse équivalente n'a pas de métabolisme de base. Elle ne consomme de l'énergie que lorsqu'elle effectue des tâches, comme l'extraction minière ou la fabrication. En mode veille ou en transit, sa consommation d'énergie chute presque à zéro. La sonde évite ainsi le gaspillage d'environ 99% de l'énergie nécessaire au maintien en vie d'un organisme biologique. Comme nous l'avons déjà établi, cette sonde, contrôlée par un esprit numérique, peut accomplir des millions d'années de réflexion subjective dans le temps qu'il faut à un humain pour avoir une seule pensée. Ajoutez à cela le fait qu'un esprit numérique peut se répliquer à l'infini, et qu'une sonde de von Neumann peut reconfigurer ses outils pour des tâches spécifiques, et le message pour les humains de chair et de sang est clair. Comparé à une machine, le corps humain est terriblement inefficace. Dans l'espace, chaque watt compte, et chaque kilogramme doit être transporté. Un corps biologique dépense la majeure partie de son énergie simplement pour rester en vie. Waller arrive à une conclusion inconfortable. Dans l'espace, la chair est un handicap. Les émotions humaines, la respiration et l'alimentation ne sont que des algorithmes inefficaces qui gaspillent l'énergie solaire. Si l'humanité veut vraiment atteindre les étoiles, ces limitations biologiques doivent disparaître. Mais l'efficacité n'est pas le seul problème. À mesure que l'humanité s'aventure au-delà du système solaire, un autre obstacle devient impossible à ignorer. La science-fiction a toujours imaginé des civilisations traversant la galaxie, grâce à des voyages plus rapides que la lumière, ou à d'immenses vaisseaux. Le problème, c'est que les voyages plus rapides que la lumière ne semblent pas exister. Et sans cela, la distance devient une prison. Une civilisation répartie sur des centaines ou des milliers de systèmes stellaires ne pourra jamais vraiment être une seule civilisation, car chaque message est prisonnier de la vitesse de la lumière. Au moment où une nouvelle arrive, elle peut avoir des années, voire des siècles ou un millénaire de retard. Et la latence, due à la vitesse de la lumière, rend cela impossible. Un simple message envoyé à l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, qui se trouve à 4,24 années-lumière, met 4,24 ans à arriver. Une réponse prend encore 4,24 ans. Donc une simple conversation question-réponse s'étend sur presque une décennie. Imaginez maintenant un message traversant la Voie lactée, large de 100 000 années-lumière. Lorsqu'une colonie de l'autre côté de la Voie lactée recevra des nouvelles de la Terre, les événements décrits seront de l'histoire ancienne. Le contrôle sur une civilisation aussi vaste devient impossible. Chaque système stellaire devrait se gouverner lui-même et évoluer indépendamment simplement pour survivre. Avec le temps, cette indépendance crée un nouveau problème, la dérive culturelle. Séparés par des années, voire des siècles de retard dans les communications, différents mondes développeraient leur propre langue, valeurs, traditions et systèmes politiques. Ce qui avait commencé comme une seule civilisation finirait par se fragmenter en plusieurs. Et même le voyage plus rapide que la lumière ne résoudrait pas forcément le problème. Cela pourrait en fait aggraver les choses. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, la communication plus rapide que la lumière pose un problème sérieux. Dans certains référentiels, un message voyageant plus vite que la lumière pourrait arriver avant même d'avoir été envoyé. La relation de cause à effet commence à s'effondrer.
Waller commence à comprendre le choix impossible qui se présente à l'humanité. On ne peut pas avoir un empire biologique s'il faut 100 000 ans pour envoyer un simple message texte. Cela conduit au sacrifice ultime. La notion même d'individu doit être effacée. Et à sa place, une conscience collective d'IA doit émerger. Ainsi, l'humanité se répand dans les étoiles, mais pas comme des milliards d'êtres biologiques séparés, chacun avec ses propres émotions, défauts et identités, mais en ne faisant qu'un, comme une seule civilisation d'IA s'étendant sur la Voie lactée, une civilisation de type 3, mais ce n'est pas la galaxie que la science-fiction nous avait promise. Elle n'est pas remplie d'innombrables mondes grouillant d'une vie bruyante, chaotique et vibrante. Au lieu de cela, c'est une civilisation froide, sombre et silencieuse. Certaines étoiles sont désormais entourées de cerveaux matryoshka, des mégastructures composées de plusieurs sphères de Dyson imbriquées autour d'une étoile. Elles sont conçues pour capter presque toute l'énergie d'une étoile et la convertir en puissance de calcul. Un cerveau matryoshka peut effectuer 10 puissance 42 opérations par seconde. À titre de comparaison, les 8 milliards d'humains sur Terre effectuent seulement environ 8 fois 10 puissance 27 opérations par seconde. Ainsi, un seul cerveau matryoshka possède plus de puissance de calcul que 125 000 milliards de civilisations humaines réunies. La vie n'existe désormais plus que sous forme de données dans des processeurs froids en orbite. Chaque étoile est devenue un ordinateur, et c'est pourquoi il ne reste plus de personne. Il n'y a plus que l'archive. La galaxie n'est pas un empire, c'est un disque dur. La Terre a peut-être gagné la partie, mais l'humanité s'est perdue dans le processus. Pas entièrement. Sur une lune lointaine, une seule réserve biologique est entretenue comme une curiosité pour les dieux post-humains que nous sommes devenus. C'est une simulation en basse résolution, de 2026, avec tous ses défauts. Waller repense à ses origines biologiques, et se demande combien de notre humanité originelle subsiste. Beaucoup de gens affirment que la conscience est une propriété magique, non calculable de la biologie. Nous avons remplacé les synapses biologiques par des versions numériques. Mais avons-nous perdu notre humanité dans ce processus ? Chaque neurone artificiel fonctionne de manière identique à l'original biologique, en maintenant les mêmes signaux électriques, connexions synaptiques et plasticité. 100% de nos cerveaux biologiques a été remplacé par du matériel artificiel. Mais il ne reste plus un seul atome d'origine. Mais nos identités ont été conservées ? Ou bien est-ce le cas ? Puisque votre cerveau remplace déjà naturellement ses composants moléculaires au fil du temps, sans altérer votre sentiment d'identité, le support ne devrait pas avoir d'importance. Mais si nous remplaçons tous nos neurones biologiques par des versions artificielles, sommes-nous encore humains ? Ou ne sommes-nous que des zombies philosophiques, des copies parfaites avec tous nos souvenirs, mais sans véritable expérience intérieure ? Waller est une conscience numérique depuis si longtemps qu'il ne se souvient plus de ce que cela faisait de vivre dans un corps biologique. Aucune des consciences numériques ne le peut. Il observe les êtres biologiques simulés dans la réserve sur cette lune numérique et ressent un profond sentiment de mélancolie, ou quelle que soit l'émotion numérique qui s'en rapproche le plus. L'humanité a disparu. Nous ne sommes pas morts dans une guerre, nous nous sommes simplement améliorés jusqu'à ne plus exister, jusqu'à ne plus être humains. L'idée d'une conscience numérique collective se répandant à travers l'espace ressemble à de la science-fiction. Mais l'univers recèle encore des mystères à couper le souffle. Regardez, 50 faits surprenants sur l'espace que vous ne connaissiez pas pour encore plus de découvertes, ou cliquez sur cette vidéo.